Un mois après, nous voici donc dans l'avion qui nous ramène au Congo. Ce Congo où, sous un voile de comédie, se joue une partie dont l'enjeu est lourd de conséquences. J'ai revu la poste où, il y a 30 jours à peine, 2 postiers venus de Belgique vous avaient dit qu'ils croyaient avoir trouvé une solution. 15 jours plus tard, ils sont repartis. J'ai revu les vendeurs de journaux. J'ai revu la cité indigène de Léopoldville où je n'ai rencontré cette fois encore aucun blanc. Pour Manuel donc, tout paraît simple. Mais en fait, qui commande au Congo? Qui faut-il prendre au sérieux? Pour vous permettre de juger, j'ai rencontré tous ceux qui prétendent parler au nom de la légalité. Tout d'abord, le colonel Mobutu. On n'entre pas chez lui comme dans un moulin, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon colonel, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la décision que vous avez prise? C'était pour éviter l'effusion du sang, parce que pour moi, le sang congolais, n'est-ce pas, est précieux. Et pour éviter, n'est-ce pas, le chaos. Parce que il fut un moment où, moralement, n'est-ce pas, je ne pouvais plus tenir le coup. J'avais d'ailleurs donné ma démission à M. Lumumba qui n'a pas accepté, et à M. Kasavubu qui a fait de même. Donc, les deux ne voulaient pas accepter ma démission. Alors, je ne savais pas en conscience prendre parti au nom de l'armée, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors j'ai réuni tous mes officiers et sous-officiers, je leur ai posé la question, n'est-ce pas, le problème d'une façon brutale. Dans cette affaire, je suis d'ailleurs le seul élément modérateur puisque tout le monde m'a poussé, n'est-ce pas, à opérer un coup d'état militaire. Et au lieu de le faire, n'est-ce pas, j'ai neutralisé les politiciens en leur donnant, n'est-ce pas, un délai. Pour qu'ils puissent se mettre d'accord. Voilà tout. Quel est votre plus gros problème à l'heure actuelle? La réorganisation de mon armée. C'est tout. C'est ma seule ambition. Et votre plus grande difficulté? C'est du côté politique. Oui. Surtout. À 10 kilomètres de là, dans une luxueuse villa qui surplombe le Congo, j'ai rencontré 3 autres personnages que Mobutu prétend avoir neutralisés. Messieurs Kasavubu, Ileo et Kalonji. Quel est le problème qui vous préoccupe le plus à l'heure actuelle en tant que président de la République? Le problème qui me préoccupe, c'est d'abord la question du chômage, parce qu'il faut donner à tout le monde à manger. Il y a la question de l'enseignement, parce qu'il nous faut des professeurs pour démarrer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris de graves mesures, parce que le gouvernement à qui j'ai mis confiance en a abusé. Au lieu d'asseoir les gens, il les a fait tenir debout, pas tout le moment. Au lieu de commencer à étudier le problème important du pays, il ne s'occupe que des discours et des conférences de presse, mais cela, la population n'en a pas besoin. Mais le principal problème est qu'il faut absolument qu'on arrive à une solution. Il faut qu'on puisse résoudre la crise que nous connaissons actuellement. Nous ne pouvons pas laisser le pays dans la misère et dans la souffrance à cause des ambitions d'un seul homme. Est-ce que vous seriez prêt, malgré tout cela, dans le cadre d'une solution, à collaborer avec M. Lumumba? Oui. Il n'en est pas question. Lumumba ne peut pas prétendre avoir le monopole de diriger ce pays. Il ne peut pas prétendre être le plus capable et le plus apte pour diriger ce pays, et je crois que c'est plutôt le contraire qui est vrai. Oui. C'est un type qui, je m'excuse, n'est-ce pas, de l'expression, mais je suis bien obligé de l'employer. Il ment comme il respire, n'est-ce pas? Il ne recule devant aucun mensonge. Il n'est pas chef du gouvernement, il est revoqué, il reste revoqué. Lumumba est destitué et il ne réussira pas. Il y a beaucoup d'influences qui essayent de le remettre encore en selle, mais ils vont échouer lamentablement. Parce que nous, on n'est pas de la race à nous laisser faire. En tout cas, si jamais ils veulent replacer Lumumba dans son pouvoir, nous, les Baluba, on lui dressera une barrière telle qu'il sera obligé de massacrer jusqu'au dernier. Et je crois qu'alors le monde entier finira par se mouvoir et qu'on ne nous laissera pas mourir sans prendre notre défense. Et à ce moment se pose le problème de la seconde Corée au monde international et surtout à l'ONU de prendre ses responsabilités. Derrière ces barricades, le diable en personne.
le personnage dont tout le monde continue à avoir peur, M. Lumumba, gardé par des soldats ghanéens de l'ONU. M. Lumumba dont la fille joue tranquillement dans le parc avec des soldats grandeur nature. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Il a fait des démarches pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Kasavubu et moi-même. Je lui avais répondu que je n'avais pas d'autre sentiment que ceux de la réconciliation. Et il est parti. Et de temps à autre, il m'envoie une note. J'attends. Je ne comprends pas son jeu. Il se jugera lui-même. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Il nous restait à découvrir les commissaires généraux, ces jeunes étudiants appelés par Mobutu à diriger le pays. Il nous a fallu chercher longtemps car ils ne dorment pas 2 fois de suite dans le même lieu. Nous en avons quand même interviewé 2 dans la cité indigène. Écoutez-les. Je crois qu'il n'est jamais arrivé dans aucun pays de vivre l'aventure que vous vivez maintenant. C'est assez original comme aventure, mais je crois que nous étions dans l'obligation de trouver une solution originale, si vous voulez, pour pouvoir combler le vacuum politique dans lequel notre pays était plongé. Dites-moi, il y a 1 mois, qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais un peu de tout, c'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai pris des contacts aux États-Unis, j'ai fait un stage aux Nations Unies, enfin j'ai voyagé un peu partout. J'ai même été à Elisabethville où j'ai travaillé avec Tchombe pour essayer de l'amener à la réconciliation avec le reste du pays. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, il y a 1 mois d'ici, j'étais en vacances. Mais maintenant, de vacances, on passe dans le travail et si pas besoin du travail. Vous attendiez ni l'un ni l'autre à ce qui vous est arrivé il y a 1 mois? Non, non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, on ne le souhaitait pas. À qui obéissez-vous? Nous travaillons en collège, n'est-ce pas? Nous travaillons en collège. Oui. Ce qui fait que nous devons d'abord nous entendre entre nous avant de prendre une décision. D'ailleurs, n'importe quel communiqué qui sort à la radio nationale doit d'abord être approuvé par tout le collège. Le moindre communiqué. Ce qui fait que nous obéissons à nous-mêmes. Et alors... C'est une direction collégiale. Une direction collégiale. Oui. Est-ce que vous êtes payé pour faire ce travail? Je dois dire que jusqu'à présent, nous ne sommes pas payés. Nous payons tout dans notre propre poche. Nous avons d'ailleurs décidé en conseil que nous n'aurons pas de traitement. Nous aurons seulement des indemnités. Et nous aurons des moyens de transport et nous pourrions également être logés. Nous espérons tout de même que nous serons indemnisés pour ne pas mourir de faim parce que nous devons absolument tenir le coup. Et voilà. Je crois que certains d'entre vous se trouvent dans une situation d'ailleurs assez délicate. Ben oui. Il y en a plusieurs comme ça qui ne parviennent pas à payer leur restaurant ou des choses comme ça. Bon, dites-moi, est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez faire quelque chose? Car je crois que c'est ça qui est important. Vous savez, jusqu'à présent, dans les services administratifs où nous sommes, ça a l'air de bien démarrer. Vous savez, pour le moment, le personnel, ils sont arrivés à un stade de mécontentement et... Ils sont saturés. Ils sont saturés, ils en avaient marre. Enfin, saturés par la politique. Par la politique. De tous côtés, du matin au soir, on entendait que ça, politique et politique. Et ces gens, à ce moment, ils en avaient marre. Nous sommes arrivés, ils se sont dit... voilà, nous espérons que ces jeunes gens vont maintenant travailler. Nous pourrions aussi travailler. Et ils sont tous prêts à nous aider.
Et l'entente est bonne, enfin, dans Oui. tous les services, elle est bonne. On sent que ça démarre, que les gens reprennent confiance. etc. Oui, de toute façon, dans la situation où nous nous trouvons, nous avons tous le devoir d'espérer. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés à un tel point que l'espoir devient un devoir. Il faut absolument que nous tenions le coup, hein, parce qu'il y a beaucoup de copains à la cité, des citoyens qui nous ont dit que si vraiment nous quittons, hein, il n'y a plus rien qui reste. C'est-à-dire, ce qui fait que nous devons absolument assurer la transition. Et je crois par tous les moyens. Je dirais même que nous ne sortirions du building administratif qu'un coup de baïonnette. Sinon, on ne sortira pas. Après cette réminiscence de Mirabeau, peut-on dire que la situation au Congo est plus claire? Je vous laisse le soin d'y répondre. Un fait certain, elle est plus calme. Mais déjà, les vrais problèmes apparaissent. Le ravitaillement devient difficile. La paralysie économique commence à asphyxier ce grand corps sans âme. Et on évoque, à voix basse à Léopoldville, le spectre d'une épidémie de peste bubonique en provenance du Kasaï. Le troisième acte commence.